je vous demande d'accueillir Monsieur Stéphane Vranx, qui nous a fait à la base une étude qui s'appelait Étude dynamique d'interaction atome-ion, application en astrochimie, en contrôle quantique et en quantum computing. Bon, pour l'événement, pour cet après-midi, il a préféré simplifier en 2 lignes plus grandes. Hein. Je vous remercie, Monsieur Stéphane, d'avoir appelé votre thèse aujourd'hui « Comprendre l'univers grâce à la chimie computationnelle ». Mesdames et messieurs, Monsieur Stéphane Vranx. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par une petite expérience. Est-ce que vous voulez bien tous fermer les yeux et imaginer un chimiste? Vous le voyez tous? Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. À mon avis, puisque vous avez imaginé pour la plupart, c'est quelqu'un comme ça. Donc quelqu'un qui porte une blouse blanche et qui tient éventuellement à la main une fiole qui contient un produit chimique. Alors ça, je pense que ça représente très bien le côté expérimental de la chimie. Mais la chimie, c'est une branche très vaste. La chimie, c'est la branche qui consiste à étudier la matière et les molécules qui la constituent. Et c'est quelque chose qui peut effectivement se faire de façon expérimentale, en observant directement la matière et en faisant des expériences dessus. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se faire de façon théorique. Par exemple, en utilisant un ordinateur pour simuler la matière et ainsi mieux comprendre ses propriétés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la chimie computationnelle, donc la chimie réalisée à l'aide d'ordinateurs. Alors la chimie computationnelle, elle a énormément d'applications. Par exemple, dans le domaine pharmaceutique, on l'utilise pour concevoir de nouveaux médicaments par ordinateur avant de les créer ensuite en laboratoire. Et moi, j'ai travaillé sur une autre application de la chimie computationnelle, qui est le fait de l'utiliser pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et même pour mieux comprendre l'univers de façon générale. Alors en effet, je travaille sur une molécule qui s'appelle HEH+. Alors le nom n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on pense que c'est la première molécule qui s'est formée dans l'univers, la première molécule qui s'est formée après le Big Bang. On pense aussi qu'on devrait encore pouvoir la détecter aujourd'hui dans certaines régions de l'espace, par exemple autour de certaines étoiles. Vous avez là une image de la NASA. Alors le petit point blanc que vous voyez au centre, c'est en fait une étoile énorme, plus grande que notre Soleil, et la zone rose-orangée qu'il y a tout autour, c'est en fait un énorme nuage de gaz que cette étoile a éjecté. Et c'est là, dans ce genre de nuage de gaz, qu'on devrait normalement pouvoir détecter HEH+. Malheureusement, jusqu'ici, toutes les tentatives pour détecter cette molécule dans l'espace ont complètement échoué, et on ne comprend pas pourquoi. Donc moi, le but de ma thèse, c'est d'arriver à expliquer pourquoi. Pour y parvenir, ce que je suis en train de faire, c'est de simuler des réactions de formation et de destruction de HEH+ dans l'espace, de façon à comprendre comment il se forme et comment il se détruit, et donc d'expliquer pourquoi on ne parvient pas à le détecter. Alors pourquoi est-ce qu'il faut des simulations pour ça? Pour 2 raisons. Premièrement, l'étoile que je vous montre là, elle se trouve à des milliards de kilomètres de la Terre. Autant vous dire que c'est impossible d'aller sur place pour mesurer directement ce qui se passe. Et deuxièmement, ce sont des réactions un peu particulières. Elles ont lieu dans l'espace, donc dans le vide, à des endroits où la pression est très basse, et elles ont lieu à proximité d'étoiles, donc à des endroits où les températures sont très élevées. On parle ici de centaines de milliers de degrés très facilement. D'où l'intérêt donc de faire des simulations, parce qu'on ne peut pas facilement reproduire ce genre de choses en laboratoire. Et donc par ces simulations, ce que j'espère faire, c'est mieux comprendre la chimie telle qu'elle a lieu dans les étoiles, et mieux comprendre la chimie des débuts de notre univers. Voilà, maintenant vous savez tout. Le prochain passage, c'est Yasmina qui nous le propose. À la base, Yasmina a travaillé sur la régulation transcriptionnelle et épigénétique des fonctions cytotoxiques, lymphocytes des TCD4 humains. Il y a beaucoup trop de S dans cette phrase pour moi. Et aujourd'hui, Yasmina va nous proposer le thème plus vulgarisé pour nous tous, un globule blanc programmé pour tuer. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Yasmina Serrouk. Bonjour. Vous vous souvenez probablement tous du dessin animé « Il était une fois la vie ». Comme moi, vous vous êtes peut-être passionné pour les globules blancs. Ces petits personnages tout blancs, matraques au poing, prêts à défendre le corps humain. C'est dans cet univers que l'on peut situer mon projet de recherche. Je m'intéresse à un globule blanc particulier, le T4. Imaginez qu'un intrus, par exemple un sale virus, attaque l'organisme.
Les globules blancs réagissent immédiatement, T4 en tête. Comme de parfaits éclaireurs, ils envoient des signaux aux deux autres qui interviennent en tireurs d'élite. Les B, qui produisent des anticorps attaquant directement le virus, et les T8, programmés pour tuer les cellules déjà infectées, ce qui empêche le virus de se propager davantage. Ces tireurs d'élite tuent parce qu'ils sont programmés à fabriquer une protéine, la perforine, qui porte en fait très bien son nom, parce qu'elle détruit les cellules en les perforant. En effet, comme les ordinateurs obéissent à des codes, les cellules humaines sont programmables, par exemple pour produire de la perforine. Il arrive ainsi que certains T4, les éclaireurs, se prennent pour des tireurs d'élite et se mettent à tuer en produisant de la perforine. Ils sont reprogrammés. On sait que cela se produit, mais on ne sait pas encore comment. Alors qu'en informatique, on modifierait quelques lignes d'un code pour changer un programme, en biologie, la reprogrammation implique la modification de plusieurs molécules, les gènes. Je cherche à découvrir lesquels et comment ils s'enchaînent. Pour ce faire, on peut en fait dire que je me mets du sang sur les mains. Plus sérieusement, je collecte du sang de volontaires. Si ça vous intéresse, je suis disponible en fin de séance. Et j'en extrais les globules blancs afin de regarder dans quelles conditions ils produisent ou non de la perforine. Mais pourquoi est-ce important? Après tout, s'il existe déjà des tireurs d'élite, les T8, pourquoi vouloir que les T4 fassent la même chose? Eh bien parce qu'ils ne tuent pas les mêmes cellules. En effet, certains virus sont résistants à l'action des T8. Les T4 éclaireurs transformés en tireurs peuvent alors prendre le relais. Je vais vous donner un exemple concret. Il a été démontré que les séropositifs contrôlent le virus du sida plus longtemps lorsqu'ils possèdent un haut taux de T4 producteurs de perforine. Dès lors, si j'arrive à percer le code menant à cette transformation, j'aurai très modestement apporté une petite pierre à l'édifice menant à un vaccin, et puis j'aurai justifié toutes ces heures passées enfermées dans mon labo, en tête-à-tête avec des globules tueurs. Merci. Aria Ronsemans, bonjour, bienvenue. Au départ, la thèse était « Étude des mécanismes par lesquels les facteurs GATA régulent l'expression des gènes soumis à la répression catabolique azotée chez Saccharomyces cerevisiae ». Vous me testez, hein? Aujourd'hui, c'est terrible. Aujourd'hui, ils vont vous faire une présentation de 3 minutes sur le thème « L'assimilation de l'azote chez la levure du boulanger ». Mesdames et messieurs, Aria Ronsemans. Quand je dis que je travaille sur la levure, on me répond souvent « Ah, tu fais de la bière ?» C'est une vraie obsession en Belgique. Mais la levure, c'est aussi un formidable outil en biologie. Saviez-vous que l'on produit des vaccins grâce à la levure? Il est donc primordial de maîtriser cet outil et entre autres de comprendre comment la levure se nourrit. Concrètement, une levure, c'est un humain, grossièrement résumé en une seule cellule. Comme nous, la levure a besoin pour sa croissance de fer, de magnésium, de vitamines et aussi d'azote, un autre nutriment essentiel. Mais contrairement à vous, du moins je l'espère, la levure, à son maximum d'activité, ça donne plutôt ça. Pas de bras, pas de chocolat. Elle ne pourra se nourrir que de ce qui passe et devra s'y adapter. Mais malheureusement pour elle, dans mon labo, ce qu'on aime, c'est torturer la levure avec de mauvaises sources d'azote. On ne lui donne que de la proline, qui est l'équivalent du chou de Bruxelles pour votre neveu de 4 ans. En fait, c'est tellement indigeste qu'elle ne possède même pas les outils de digestion de la proline. Heureusement, elle a tout ce qu'il faut pour fabriquer ces outils de digestion. Ce sont les gènes. Pour que vous compreniez bien, si la levure était une maison, je dirais qu'un gène, c'est un manuel d'assemblage de type IKEA qui explique de A à Z comment fabriquer une brique et où la mettre dans la maison. Tous ces manuels d'assemblage se trouvent dans l'ADN. L'ADN est donc une grande bibliothèque de gènes ayant pour terme fabriquer une cellule de levure en 6000 étapes. Et dans cet ADN, la levure peut retrouver le manuel d'assemblage qui explique comment fabriquer les outils de digestion de cette horreur de proline. Oui, mais avez-vous déjà monté un meuble IKEA? On est d'accord, hein, il ne suffit pas d'ouvrir le manuel pour avoir un beau salon.
Et pourtant, en ce qui concerne la digestion de la proline, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait que c'est un activateur qui vient se lier au début du gène et qui initie sa lecture, comme pour un manuel. Oui, mais après... Eh bien, ce que moi j'ai découvert, c'est que cet activateur, il ne se contente pas d'ouvrir le gène et puis de s'en aller comme on le pensait. Non, il va rester fixé sur le gène et il va même se balader dessus pendant toute la lecture du gène. Et j'ai découvert plein d'autres choses étonnantes de ce genre-là, mais qui ne vont pas toutes très bien ensemble. Alors ce que je vous propose, c'est que quand j'aurai compris dans quel ordre ranger toutes mes découvertes, je reviens vous expliquer exactement comment la levure arrive à digérer la proline. J'espère que c'est pour bientôt. Et en attendant, la prochaine fois que vous montrez un meuble Ikea, j'espère que vous penserez un peu à moi, et puis vous pourrez frimer un peu en disant « Tiens, tu savais pas, en fait, c'est aussi comme ça que les gènes permettent la fabrication d'une cellule. » Si, je te jure. Merci beaucoup. 11e passage, mademoiselle Aria Ronsemans. Nous enchaînons directement, sans plus attendre, avec Xavier, aujourd'hui en 12e position, qui nous propose le rôle des juridictions de recours en matière de régulation économique. Version simplifiée, ça donne ça. Quel rôle pour le juge dans l'économie d'aujourd'hui? Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Xavier Taton. Bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un juge de fixer la moitié du tarif auquel vous payez votre électricité? Si je vous pose la question et que je vous demande d'y répondre maintenant, vous me direz certainement « Mais non, c'est pas ça le rôle d'un juge. Un juge, il est là pour s'occuper des procès, il n'est pas là pour fixer des prix. » Eh bien, en réalité, la situation est plus complexe. Parce que les secteurs qui sont schématisés en bas du slide devant vous, l'énergie, les télécommunications, les services financiers, ce sont des secteurs régulés. Ça veut dire qu'on a créé des autorités spécialisées, qu'on appelle des autorités de régulation, et dont vous trouvez les logos officiels à la droite du slide. Ces autorités de régulation prennent des décisions très importantes dans ces secteurs, notamment en matière de tarifs. Lorsque des entreprises ne sont pas d'accord avec les décisions des régulateurs, elles peuvent les contester en introduisant des recours devant des juridictions, et en particulier devant la Cour d'appel de Bruxelles. Et c'est là que ma recherche commence. Quel est le rôle que la Cour doit jouer dans ces dossiers très particuliers? Alors on peut penser à 3 rôles possibles. Le premier rôle, c'est un rôle juridique, qui est représenté par la pile de livres de droit. Dans ce rôle-là, la Cour, elle doit déterminer si la décision du régulateur est conforme à la loi ou pas. Et c'est loin d'être évident en Belgique, parce qu'on a des règles qui nous viennent de l'Europe, de l'État fédéral, des régions et des communautés. Un deuxième rôle auquel on peut penser, c'est le rôle économique, qui est illustré par ce graphe d'évolution des prix. Dans ce rôle économique, la Cour devrait chercher quelle est la décision qui est la plus favorable au bien-être des consommateurs. Et là aussi, c'est une question très difficile. Quel est l'intérêt du consommateur d'électricité ? Est-ce que c'est baisser sa facture pour protéger son pouvoir d'achat? Ou est-ce que c'est accepter de payer un peu plus cher pour soutenir les énergies renouvelables et protéger l'environnement qui l'entoure? Un troisième rôle auquel on peut penser, et qui est représenté par la photo à droite du point d'interrogation, c'est un rôle politique. Dans ce cas-là, la Cour, elle demande aux régulateurs de venir rendre des comptes sur la réalisation des objectifs qu'ils se sont attribués. Par exemple, l'objectif de diffuser largement les nouvelles technologies de télécommunication. Ce que j'ai découvert dans ma recherche, c'est que les parlementaires voudraient bien que la Cour joue un rôle très large dans ces matières, mais qu'en réalité, elle se limite au premier rôle, au rôle juridique. Et on peut comprendre pourquoi. Si on veut étendre le rôle de la Cour, il faut mettre des économistes dans les tribunaux, il faut obliger les régulateurs à venir en personne régulièrement s'expliquer sur la réalisation de leurs objectifs. En un mot, il faut changer la manière dont on rend la justice. Voilà ma thèse. Je vous remercie. Sandrine a écrit « De la jouissance au wanting dans une population de fumeurs. Études empiriques sur les tenants des assuétudes à l'interface des approches cliniques et expérimentales. »
Aujourd'hui, en 3 minutes, elle va nous résumer ça sous le thème « Tous addicts, petite physiologie de notre jouissance ». Ça promet, nous allons voir ça. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Sandrine de Tente. Ok, bonjour à tous. Bon, déjà, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous parler directement de la jouissance sexuelle, mais je vais essayer d'être intéressante quand même pendant ces quelques secondes. Donc, lors d'une conférence assez récente, un auteur, écrivain et psychanalyste a conduit l'audience à l'évidence que nous sommes dans une société de tous addicts. Quel que soit l'objet, il est substituable, comme Freud nous l'indiquait, donc addict à l'autre, notre première dépendance fondamentale, addict au travail, comme probablement nombre d'entre vous ici, addict à Candy Crush, comme nombre d'entre nous par là-bas, et ainsi de suite, sur toutes les dépendances que je ne vais pas énumérer ici. C'est à partir de ce point de départ que s'articule ma thèse, à savoir de poser la question de qu'est-ce qui mobilise l'humain en général, et plus spécifiquement, qu'est-ce qui nous pousse à conduire des comportements, des attitudes qui ne nous plaisent plus forcément. Par exemple, qu'est-ce qui conduit quelqu'un à continuer à avoir des problèmes d'alcool alors qu'il est sur le point de perdre son travail et de perdre son partenaire, et ainsi de suite. Plus généralement, qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous ici sommes à un moment donné conduits dans notre vie à constater qu'on a une tendance à répéter certains schémas comportementaux et moteurs. Une tendance de compréhension qui est fort en vogue à l'heure actuelle est de considérer que ce soit une logique argumentative du type « Ah, ce sont nos neurones qui sont dysfonctionnels dans tel cas ou dans tel cas, donc c'est pour ça que ça ne marche pas ». Une autre logique serait de dire « Ah, c'est notre société de surconsommation, ça nous amène à ça ou ça, c'est pour ça, c'est pas de notre faute ». Ma compréhension et mon modèle de lecture est la psychanalyse, qui fait l'hypothèse qu'il y a un bénéfice secondaire du côté du symptôme de chacun des sujets et qui nomme cette tendance de l'humain à ne pas forcément courir après son bonheur, la jouissance. Donc le premier axe de mon travail est donc de tenter d'essayer de comprendre ce fameux concept très hermétique de la psychanalyse. En deuxième temps, du côté des neurosciences, 2 circuits cérébraux ont été mis en évidence, l'un qui se nomme le wanting et l'autre le liking. Le liking étant celui qui s'active quand, par exemple, vous avez soif ou faim et que vous mangez, vous allez avoir ce circuit qui va s'activer pour vous indiquer que c'est la bonne action d'avoir bu. Le wanting étant celui qui s'active quand vous avez envie de consommer quelque chose pour, par exemple, aller chercher votre boisson. Il se fait que dans les dépendances, on constate que ces 2 circuits peuvent fonctionner totalement indépendamment. Donc, par exemple, vous pouvez continuer à vouloir absolument consommer quelque chose alors que vous n'avez plus aucun plaisir de cela. Donc, le travail principal que j'essaie de faire d'un point de vue théorique d'abord, c'est cette articulation et ce dialogue entre psychanalyse et neurosciences, en espérant que ça puisse aussi servir à ouvrir le débat d'un point de vue du secteur de la santé mentale qui est très cloisonné généralement. Le troisième axe de ma thèse est celui d'une tentative d'opérationnaliser ce concept psychanalytique d'une part et neuroscientifique d'autre part, en travaillant avec aussi bien des associations libres que des personnes dépendantes font, en faisant l'hypothèse que les dépendants seront plus jouissifs dans leur façon de parler, et d'autre part des tâches qui sont mesurées par des potentiels évoqués. L'idée étant de voir si on trouve une articulation possible aussi au niveau expérimental pour réfléchir à tout ça. Merci à vous.